Bonjour à tous. Qui a fuité aujourd'hui? Il y a un site qui s'appelle Bonjour la fuite qui répertorie toutes les fuites de données qu'il y a eu. Et il source à chaque fois, hein. Donc c'est vraiment sérieux. Il y en a une ce matin, Under Armour, Gold Union, Vaucluse, Provence Attractivity s'est fait avoir par un malware, violation de données. Il y a les sources. C'est hyper triste, hein. Bellambra, allez, si vous êtes allé en vacances récemment, vous êtes mort. Vous êtes fait avoir nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, date de séjour, montant du séjour, destination. Et les petits vapoteurs. Allo Pneu, non. J'ai acheté un truc sur Allo Pneu il y a 5 ans. Les champs libres. Mot de passe. Les champs libres qui ne chiffraient pas leur mot de passe. En métropole de Marseille-Provence, je sais pas s'il y a des Marseillais parmi nous. Parfait, adresse mail de tout le monde. Le vol libre, éducation nationale. Oh là 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 là. Ah mais en fait, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir de la donnée qui n'est pas en ligne en fait? L'enseignement catholique, la mutuelle familiale, le musée des arts et métiers, Mondial Relais. Voilà, tout le monde a utilisé un Mondial Relais, donc je pense que vos données, nom, liste de produits commandés, instruction de livraison. Instruction de livraison. Oh, donc si vous avez mis le code de votre portail d'en bas, eh ben il est en ligne. C'est fou quand même. Et on est qu'au 5 mars 2026, hein. On n'a même pas fait un mois là. Vous êtes forcément fait avoir quelque part. Direction générale des finances publiques. Allez, tout le monde est touché, c'est bon, c'est fini. À partir du moment où vous êtes français, vous avez un compte, vous déclarez vos impôts, vous êtes mort. Oh là là, identité des inventeurs, identifiant fiscal, IBAN et adresse postale. France Travail, 43 millions de personnes. Allez, il n'y a plus de vie privée quoi. C'est dingue. Par contre, il y a un bon truc à faire si par exemple, votre numéro ou une adresse mail à vous a fuité. C'est de faire de la propre désinformation sur soi-même. Vous allez mettre un numéro de téléphone pourri, et donc elle va venir écraser vos anciennes données. Automatiquement, les process de merge de données, ils vont prendre les données qui sont le plus à jour. Donc ça vaut le coup en fait de se faire de la propre désinformation et de donner des faux trucs. Pour Terra Luna, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui a développé en fait un stablecoin. Un stablecoin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto-monnaie conçue pour valoir toujours le même prix. C'est un bureau de change classique en fait où vous avez un jeton qui est en circulation et des jetons qui ne sont pas en circulation. Et la boîte, si le prix commence à augmenter au-dessus de 1 $, elle vend des jetons à la communauté. Et donc du coup, ça baisse le prix mécaniquement, donc elle augmente son offre. Si par contre le jeton descend en dessous, elle rachète. Ils vont acheter un collatéral, c'est-à-dire qu'ils vont acheter par exemple de l'or, ils vont acheter des bons du trésor américain, ou des bons ou de la dette française par exemple. Ça pour eux c'est incroyable. Pourquoi? Parce que si demain on vous file 10 milliards d'euros et que vous prenez 4% par an, c'est génial. C'est un business juste magistral. Tether, qui est l'USDT, est la société la plus rentable par nombre de salariés au monde. Le problème que l'idée qu'a monté Monsieur Do, qu'il a décidé de faire un stablecoin qui était algorithmique. Il y avait un duo de jetons, donc il y avait un UST, ça s'appelait, et il fallait détruire l'équivalent de 1 $. Chaque fois que ça montait, il fallait créer l'équivalent d'1 $. Inversement, en fait, ça crée du Luna, qui était une sorte d'autre crypto, qui, elle, pouvait fluctuer. Ce mécanisme crée une boucle d'arbitrage censée maintenir l'UST à 1 $ en permanence. Donc l'idée, c'était de brûler des UST en rachetant une autre crypto-monnaie et de brûler le gap entre les deux. Donc quand on dit brûler dans le monde de la blockchain, c'est envoyer vers l'adresse 0000. Donc sur le papier, c'est canon. En fait, le problème du système, c'est que c'était assez fragile. En fait, ils ont créé un protocole encore sur la blockchain Cosmo qui permettait de faire du DeFi et donc de placer des dollars dessus et d'avoir un retour. Et le taux d'intérêt, il était de 20%. Donc bon, autant vous dire qu'un taux d'intérêt à 20%, c'est pas possible, c'est qu'il y a une couille dans le pâté, c'est qu'il y a un cheveu dans la soupe. Il y a anguille sous roche, exactement. Il y a Tanguy sous roche, même si je peux me permettre. Terraform Labs a commencé en fait à devoir mettre son propre argent pour rembourser les gens qui sortaient. Et donc là, vous voyez la boucle infernale, il y a le Luna qui a commencé à perdre beaucoup de valeur parce qu'ils ne pouvaient pas racheter. Et donc du coup, ils ont dû racheter beaucoup de jetons avec leur propre trésor. En quelques jours, il y a eu des retraits massifs sur le protocole encore. Donc là, il y a eu une panique générale, spirale de la mort, tout le monde a vendu, tout le monde s'est mis à sortir en même temps, il n'y avait pas assez de liquidité pour tout le monde. C'est descendu à zéro. Il y avait 40 milliards, c'est dit dans l'article, il y avait 40 milliards de dollars qui se sont évaporés comme ça. En fait, s'il y avait 40 milliards pour payer tout le monde, en fait, il n'y aurait pas eu de souci, personne ne serait sorti à perte.
Mais sauf qu'en fait, du coup, tout le monde est sorti en même temps, tout le monde a voulu récupérer sa petite part de ces 40 milliards-là, et en fait, il n'y avait pas 40 milliards de liquidités. Et donc là, du coup, il a plaidé coupable, et c'est l'État qui portait plainte contre lui, et qui a demandé 5 ans d'emprisonnement. Et en fait, le tribunal, ils ont dit non, 5 ans, c'est pas assez, on va mettre 15. Parce que il a prévenu des gens dans sa famille, en off, il disait à des gens, des amis, des gens de sa famille, de sortir très vite, parce que ça puait le bazar. Comment fonctionne un DNS, un domain name? Tout le monde doit connaître un peu les RFC, sont les règles de base du fonctionnement Internet. Dans la RFC 1035, il y a donc plusieurs types de DNS. On a le A qui est l'IP, on a le MX qui sont les emails, et il y a un champ TXT, qui est un record qui a le droit d'être du texte arbitraire, comme c'est dit là. Mais à partir du moment où on peut mettre du texte, techniquement, on peut découper un binaire et mettre une partie de ce binaire-là. Et en fait, les mecs qui se sont amusés à faire ça, ils ont pris, parce que Cloudflare met à disposition un CDN. Donc un CDN, c'est un Content Delivery Network. C'est une sorte de catapulte qui va venir livrer du package, en fait, des images plus vite. Ils se sont dit, en fait, avec ce CDN-là, on peut mettre énormément de DNS TXT records directement sur ce CDN. Ils en ont fait 1964. Ils ont découpé le binaire Doom en 1964 parts et ils l'ont mis dans une seule zone Cloudflare. Si tu colles ces DNS-là, ça va lancer Doom. Donc il n'y a strictement aucun fichier dans le disque. Tout est chargé en mémoire et c'est du PowerShell leur truc. Et ça montre aussi que c'est une attaque potentielle. Si vous êtes capable de lancer en local en faisant une requête d'un DNS un petit jeu comme Doom, vous êtes capable de lancer un malware. Le code de Cloud a été leaké via un package qu'ils ont sorti. Ce qui a fuité, c'est tout le package Cloud Code. Quand vous sortez des packages JavaScript, on minifie le code pour le rendre un peu opaque. On a un point map qui permet de lier les deux. Et en fait, le point map, il était en clair. Donc quelqu'un a pu récupérer le code de tout. Donc du coup, je pense que Cloud a demandé à supprimer toutes les données faisant référence à leur système. Et donc, tous les gens se sont fait interdire l'exposition des données. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a pris le code et qui s'est dit, en fait, moi, si je le réécris techniquement, une fois que je l'ai réécrit, c'est à moi, quoi. Et donc, ils se sont amusés à le réécrire en Rust parce que c'était fait en Python, et puis il y avait du Python, du JS, et je sais pas trop quoi. Donc, je trouve ça assez marrant. Maintenant, on va parler du dernier sujet, mais ça peut, je pense, vous intéresser pour comprendre quelles sont les nouvelles façons de travailler. Donc là, il y a Cube qui a annoncé un nouveau groupe de travail. Et là, le sujet, c'est l'IA Gateway. Dans une architecture web classique, le trafic, il est très homogène. En fait, un utilisateur fait une requête, HTTP, pour aller chercher une page. Le serveur y répond, chaque requête fait la même taille, à peu près. Le coût est le même pour chaque requête, en termes de traitement de CPU. Du coup, avec l'IA générative, ça change, on change de modèle. Avec les chatbots et les agents IA, maintenant, un nouveau message est envoyé avec l'intégralité de l'historique de conversation comme contexte. Ça veut dire que maintenant, plus vous discutez avec l'IA, plus vous avez de contexte, plus vous l'envoyez avec. Donc à mesure que la conversation s'allonge, le corps de la requête, il grossit. Ça, c'est un gros changement de paradigme sur l'architecture ancienne. Une requête qui avant pesait 50 octets, maintenant, c'est pas déconnant de voir une requête de 500 kilos passer. Donc on est sur des tailles qui sont monstrueuses. Donc on peut répondre autant en 200 millisecondes qu'autant en 45 secondes. Donc aujourd'hui, ce qui devient important, c'est pas le nombre de requêtes HTTP qu'on est capable de traiter, c'est le nombre de tokens qu'on est capable de traiter. Avant, le trafic entrant dans un cluster cube, il se faisait via des ressources ingress. Chaque implémentation d'ingress avait sa propre nomenclature et sa propre annotation. Donc si vous utilisez Nginx, qui est un serveur web, vous avez la propre annotation Nginx. Si vous utilisez Traffic, vous avez la propre annotation de Traffic. La Gateway API, elle est venue remplacer ça en 2022. L'idée, c'était de rajouter une Gateway classe qui va définir l'infrastructure réseau. Donc on va utiliser soit Envoy, soit Istio, soit Nginx, soit un service cloud, comme AWS LB, qui, elle, est la partie côté Ops, côté DevOps, c'est vraiment la partie côté infrastructure. Et après, on a créé un nouveau type d'objets qui sont les HTTP routes, qui sont des objets qui vont être managés par le côté applicatif, donc par les devs. D'ailleurs, Nginx a arrêté d'être mis à jour en mars. C'est Ingress
Nginx qui est down, on vous conseille de passer à Gateway API. Et on vous conseille de passer idéalement à Exilium qui vous permet de gérer ça. Et il y a un autre working group, le working group Serving, qui a été créé pour développer la partie inférence IA. L'IA a 2 parties de sa vie. La première partie, c'est le training, c'est là où on va l'entraîner sur des données. La deuxième partie, c'est l'inférence, c'est là où on va le faire tourner. Donc en fait, on va charger en mémoire le réseau neuronal, on va balancer nos requêtes dedans, on va prendre ce qui est en sortie et on va l'envoyer. Donc ce qui est en sortie, c'est un token. Un token, c'est un ensemble de quelques caractères. Ils ont produit la Gateway API Inference Extension. Le résultat de ça, c'était optimiser le routage, le load balancing, juste pour les modèles d'IA. Elle a intégré 2 nouveaux objets qui sont les Inference Pools, donc ce qui permettent de lancer plusieurs modèles. Ça regroupe en fait des pods servant le même modèle sur le même type de ressources. Et après, il y a l'Inference Objective. Ça définit le nom des modèles, les priorités des services et un multiplexeur permettant de rediriger vers celui qui est le plus ou moins le meilleur. C'est savoir en avance de phase vers quel modèle on doit l'envoyer. Par exemple, si vous avez un modèle qui transmet l'audio, vous avez un modèle qui est très bon dans le code, vous avez un modèle qui est très bon dans la syntaxe, l'écriture, et en fait on ne va pas savoir vers où orienter notre requête spécifique avec les tokens en fonction de ça. Et donc ça c'est le but. Donc là l'idée c'est de créer une infrastructure réseau, un serveur proxy, des load balancers, et d'implémenter la même chose que les Gateway API, mais avec des capacités spécifiques pour les workloads d'IA. Ils ont listé des proposals parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le rate limit basé sur les tokens. Donc avant, on rate limitait sur le nombre de requêtes. Aujourd'hui, 2 requêtes, il y en a une qui peut avoir très très peu de tokens. Un utilisateur peut juste dire « salut, ça va ?» comme il peut mettre un pavé de 600 lignes. Un deuxième changement, c'est l'inspection des payloads. En fait, la gateway doit pouvoir lire le contenu des requêtes HTTP, mais pas seulement juste les en-têtes, mais également ce qu'il y a à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas de prompt malveillant qui essaie d'atteindre le modèle, et pour aussi faire du routage sémantique, d'apporter le bon modèle au bon contenu. Et bien là, l'idée, c'est de se dire, ok, je vais faire un egress avec les modèles externes. Donc me connecter automatiquement à ChatGPT, me connecter automatiquement à Claude, et peut-être même faire du load balancer entre eux. Et peut-être même pouvoir aller dire... dans tel cas, je voudrais utiliser Claude. Dans tel cas, je voudrais utiliser AWS Bedrock parce que c'est de la donnée privée. Dans tel cas, je m'en fiche parce que ça va finir sur LinkedIn. Donc, du coup, je peux utiliser OpenAI. Essayer de balancer un peu de manière un peu intelligente. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie infrastructure. C'est ça vraiment qui me passionne. Donc, moi, qu'on lance des modèles d'IA ou qu'on lance des workloads, des pods, peu importe, je m'en fiche. Mais je trouve ça passionnant de réfléchir à ces contraintes-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Codez bien. Parlons peu, parlons cube. Des bisous tout le monde. Bye bye et à la semaine prochaine.